Pe coasta de sud-vest a Lisabonei se află încântătoarele plaje la Oceanul Atlantic, Estoril, Cascais și Sintra, care formau odinioară renumitul Triunghi de Aur. Călătorul ce iese din mica gară Estoril, după o jumătate de oră cu trenul de la Lisabona, dă mai întâi cu ochii de un casino care domină deschiderea parcului exotic spre mare. Casinoul și hotelul Palacio și-au câștigat faima în al doilea război mondial și imediat după, drept locuri de întâlnire pentru spioni, regi detronați și aventurieri. Nu întâmplător, în apropiere, într-un cartier rezidențial, se găsește vila Marii Sol, Mare și Soare, unde a locuit rei Carol al României în ultimii 5 ani de viață. Un cotidian european publică în martie 1952 articolul "Foștii regi se adăpostesc la Lisabona". Subtitlul e grăitor pentru starea de spirit surprinsă. Își petrec timpul pregătiți permanent să caute noi refugii în caz de pericol. Exponenții a 5 familii regale dădeau, potrivit ziarului american, strălucire comunității refugiaților de pe malul Atlanticului. Carol al II-lea, numit de autorul reportajului, disc-jockeyul comunității de regi exilați datorită pasiunii pentru muzică. Regele Umberto al Italiei, Don Juan de Bourbon, moștenitorul tronului Spaniei, arhiducele Franz Joseph din casa de Habsburg, contele de Paris, Henri de Orléans. La Hotel Palacio din Estoril l-am cunoscut pe prințul Charles-Philippe de Orléans, duce de Anjou, membru al familiei regale a Franței, care a publicat recent o carte, Regi în exil, Portugalia, refugiu regal. Căsătorit cu Diana de Cadaval, franțuzoaică și portugheză, locuiește acum și el în Triunghiul de Aur, la Sintra, în palatul moștenit de la strămoșii săi. Bunicii lui, care se instalaseră la Sintra în 1946, i-au povestit despre toate familiile regale care au ajuns în Portugalia. Cartea Regi în exil are un capitol despre exilul trist al regelui Carol al II-lea al României. Căsătorit civil în iulie 1947 cu Elena Lupescu, Carol primise în octombrie același an, după 3 ani de așteptare la Rio de Janeiro, permisiunea autorităților portugheze să se stabilească la Estoril. La Vila Mare și Soare, în vara lui 1949, a avut loc cununia religioasă a cuplului într-o dublă ceremonie, în cursul căreia s-au căsătorit și Ernest Urdăreanu, controversata mână dreaptă a regelui, cu Monique Urdăreanu, cea care avea să moștenească vila la moartea Elenei Lupescu în 1977. În alegerea Portugaliei ca loc de exil au contat nu doar neutralitatea ei, regimul lui Salazar și poziția geografică prielnică părăsirii Europei în caz de pericol. Casa regală a României era, de la urcarea pe tron a lui Ferdinand, înrudită cu dinastia portugheză de Bragança.
Mama regelui Ferdinand, infanta Antonia, fusese fiica reginei Maria a II-a a Portugaliei. Așadar, Carol al II-lea era strănepotul familiei domnitoare la Lisabona până la începutul secolului al XX-lea, dinastie înrudită prin căsătoria bunicilor săi cu casa de Habsburg. Atracții aparent inexplicabile între un om și o țară, alta decât patria lui, pot descifra sensul vieții regelui Carol al II-lea al României. Ia astfel naștere, fără motivație aparentă, aproape irațional, o simpatie adâncă între cei doi, iar la ora bilanțului se observă cu uimire cum respectiva țară a modelat din umbră existența îndrăgostitului, consideră scriitorul și diplomatul Mihai Zamfir. Izgonit din țară în septembrie 1940, Carol al II-lea a fost obligat să ia drumul exilului. Franco îl obligase să rămână în Spania ca prizonier la cererea guvernului legionar român. Hitler a cerut apoi oficial ca regele, care îndrăznise să îi se opună deschis, să fie trimis în Germania. Ce soartă l-ar fi așteptat pe Carol în mâinile germanilor e ușor de imaginat. Era în primele luni ale anului 1941. Hitler stăpânea Europa și Carol a primit sprijinul Portugaliei. Nu numai că Salazar a fost de acord cu venirea la Lisabona, dar cu ajutorul consulului portughez de la Sevilla și a doi contrabandiști, regele și Elena Lupescu au fugit și au trecut fraudulos granița. Ajuns la Lisabona, suveranului românii s-au dat toate onorurile datorate unui șef de stat. A fost primit de președintele Carmona și de primul ministru Salazar. În niciuna dintre țările pe care avea să le parcurgă de-a lungul nefericitului exil, regele nu s-a mai bucurat de asemenea primire. Carol al II-lea a ales fără șovăire Portugalia, unde a locuit neîntrerupt din octombrie 1947 până la 4 aprilie 1953, în mijlocul unor oameni blânzi și amabili, înconjurat de simpatia vecinilor și ducând o viață retrasă. La Estoril și în împrejurimi, adolescenții de la începutul anilor 50, acum pensionari, își mai amintesc încă de un domn impozant care se plimba cu soția lui pe străzile din Estoril și Cascais ca un simplu burghez. Mergea la cinematograf, bea o cafea pe terasa cofetăriei și îi saluta pe toți cordial. Tânărul prinț Charles-Philippe d'Orléans reînvie acum povestea familiei sale, dar și a celorlalți suverani exilați în Portugalia. Je suis le prince Charles-Philippe d'Orléans. Je suis duc d'Anjou, je suis membre de la famille royale de France, qui, bien que la France soit une république aujourd'hui, elle a toujours une famille royale, descendant donc de tous les rois de France, du premier Hugues Capet jusqu'au dernier, le roi Louis-Philippe, qui a régné en France de 1830 à 1848. Alors, que fait un prince français ici au Portugal ? Faut savoir que ma famille connaît bien le Portugal parce que du temps où la famille royale de France était en exil, elle est venue s'installer ici au Portugal. C'est l'un des sujets de mon livre. Donc il y a un lien étroit entre le Portugal et la famille royale de France. Ensuite, personnellement, je suis venu ici parce que j'ai eu la chance de rencontrer la femme de ma vie, Diane de Cadaval, qui est française mais également portugaise. Donc au moment où nous nous sommes mariés, nous avons décidé de nous installer au Portugal. Nous nous sommes d'ailleurs mariés au Portugal, dans une très belle ville qui s'appelle Évora. La Costa del Sol, c'est mythique au Portugal. Il y a eu les belles années de cette côte qui commencent pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le Portugal était un pays neutre et que Salazar a su
attiré non seulement les grandes familles royales, princes et princesses, rois et reines, mais aussi les plus grosses fortunes du monde, des stars d'Hollywood. Tout le monde est passé par ici. C'est devenu un nid d'espions, d'ailleurs, pour la petite histoire. Le personnage de James Bond a été créé ici, dans cet hôtel, l'hôtel Palacio, inspiré par Ian Fleming, qui à l'époque était un espion du MI5, et qui rencontre un espion appelé le Tricycle, qui s'appelait Popov. Et là, il s'inspire et il dit, ça va être le personnage de mes grands romans. Donc, beaucoup de choses ont été créées ici. Beaucoup de joie aussi, beaucoup de familles qui se rencontrent, comme toutes ces familles royales. Certaines qui s'entendent très bien entre elles. La famille royale italienne, espagnole et française s'entendent bien entre elles. Ils sont toujours ensemble, les cousins se retrouvent les dimanches. Il y a quelques petits flirts d'ailleurs, quelques petits amours et quelques petites aventures. Et tout ça est très sympathique, c'est très beau, c'est très mignon. Il y a aussi des moments de tristesse. La mort du roi Carol qui décède ici dans des conditions en plus tristes, de solitude et d'amertume. Tout le monde savait qu'il avait une vie triste et certainement avec beaucoup de j'allais dire, d'affection désapprouvée. La mort aussi de l'enfant Alfonso, qui est le frère du roi d'Espagne actuel, qui meurt accidentellement ici. La mort du prince François de France, qui meurt aussi en Algérie en guerre, mais à ce moment-là, ses parents, mes grands-parents donc, étaient ici en exil. Donc, des endroits chargés d'histoire, chargés de sentiments, tristes ou gais. Et tout ça a su vivre, j'allais dire, d'une façon assez intéressante. La Costa del Sol portugaise a vraiment été la Côte d'Azur, le Monaco, le Saint-Tropez que sont aujourd'hui. À l'époque, c'était le Portugal, c'était Estoril, Cascais, Sintra. Toute l'Europe se retrouvait ici. Les plus grosses fortunes, les plus grandes stars, les plus grandes familles se retrouvaient ici. Aujourd'hui, c'est différent, ça a changé. Le Portugal est un pays qui est en crise, comme beaucoup d'autres. Vous me direz, le Portugal peut-être plus que d'autres, un pays qui a dominé le monde au XVIe siècle. Le Portugal s'était divisé la planète en deux avec l'Espagne. Il dominait le monde entier. Aujourd'hui, ils dominent à peine ces terres. Ils ont même un peu de mal au sein de leur propre terre. Donc les choses ont changé. Toute cette dolce vita de l'époque n'est plus ce qu'elle était. Le Portugal est le même, on va dire. Les paysages sont tout aussi beaux, le climat est tout aussi parfait, les Portugais sont tout aussi gentils et accueillants. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes installés également ici et on a créé notre famille, notre nouvelle famille ici avec la naissance de notre fille, la princesse Isabelle, l'année dernière. Et nous, on aime cette Côte d'Azur, cette Costa del Sol portugaise parce qu'elle est empreinte de nostalgie, mais également de beaux moments et de bons moments. La qualité de vie est très, très, très bonne. Et c'est justement en arrivant ici au Portugal que j'ai découvert qu'au-delà de la famille royale de France, il y avait plein d'autres familles royales qui sont venues s'installer en exil pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Je savais que la famille royale de France était venue ici parce que mes grands-parents m'en avaient parlé, parce que mon père m'en avait parlé, et parce que moi-même, quand j'étais tout petit, je venais quelques étés en vacances à Sintra, où mes grands-parents avaient une très très belle propriété dans laquelle ils s'étaient installés en 1946. Donc tout ça, j'en avais entendu parler. Et ici, j'arrive et je découvre qu'il y a également la famille royale d'Italie, les Anglais, le duc et la duchesse de Windsor, la famille royale de Roumanie, et les Espagnols, bien évidemment, les Habsbourg, les Hohenzollern, plein de familles royales, plein de princes, princesses, viennent s'installer au Portugal. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? D'abord, pourquoi sont-ils tous venus ici? Pourquoi le Portugal? Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous entre eux? Et en fait, ça a été une période palpitante. Et je me suis dit, il faut écrire quelque chose. Parce qu'il n'y avait rien d'écrit sur ce sujet. Il y avait un très vieux livre, je crois, des années 40. Donc, entre-temps, beaucoup d'histoires se sont passées. Et en plus, et après, il y avait d'autres... On en parlait dans différents livres. On parlait de la famille royale espagnole ici, ou dans un autre livre de la famille royale italienne ici. Mais il n'y avait pas un livre dans lequel on parlait de toutes ces familles royales. Et je me suis dit que c'était une belle occasion de le faire. Mon livre parle des différentes familles royales en exil. Il y en a tout 5. La famille l'exil du roi Carol en est une. Ça a été difficile, oui et non. J'ai trouvé quelques traces. Alors, ce qui est bien, c'est que la maison du roi Carol existe encore.
même si elle a été un petit peu transformée avec des appartements et un condominium, elle existe, elle est là. Donc il y a les pierres. Ensuite, j'ai trouvé pas mal d'archives dans la presse portugaise. Parce que le roi Carol, quand il arrive la première fois ici au Portugal en 1941, il est reçu par le président Carmona, il est ensuite reçu par le chef du gouvernement qui est Salazar. Donc tout ça, il y a des traces. Il y a des traces dans la presse. Et après, il y a des livres qui racontent un petit peu, non pas spécifiquement l'exil du roi Carol, mais la vie entière du roi Carol. Donc dans tous ces livres, j'ai dû trier, j'ai dû prendre les parties qui m'intéressaient. Et j'ai dû aussi prendre les parties les plus objectives, parce qu'il y a beaucoup de passion dans la vie du roi Carol, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de mystères. Donc les écrivains, de temps en temps, ils se lâchent un peu et ça devient très passionnel, justement. Alors moi, j'ai essayé de rester... Mon livre est un livre d'histoire, donc j'ai essayé de rester factuel. Je ne me suis pas permis de faire des commentaires sur les décisions politiques ou sur les décisions amoureuses du roi Carol. Je ne fais que relater les faits. Donc, ça a été pas plus compliqué qu'un autre, mais bon, c'est comme une période qui date. On parle des années 40, et puis il revient ici en 47, donc c'est lointain. Mais bon, grâce à la presse, grâce aux médias et à l'époque, et à tous les archives que j'ai pu avoir ici au Portugal, on a réussi à trouver pas mal d'informations assez intéressantes. Le roi Carol a eu un exil triste. Il faut savoir que tous les exils sont tristes, en règle générale. Comme j'ai dit, je parle également de la famille royale espagnole, française, italienne et portugaise, qui a été en exil et qui est revenu ici. L'exil est un concept qui est triste. Même si on se retrouve au Portugal, à Estoril, il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer, on peut faire ce qu'on veut, la maison est belle, il y a quelques moyens financiers, on pourrait dire c'est un paradis. D'ailleurs, Antoine de Saint-Exupéry a décrit Estoril comme étant un paradis, mais il a précisé c'est un paradis triste. Parce que même ce paradis est triste, parce qu'il est plein d'exilés. Et justement, quand vous avez régné sur un pays, même si le règne fut court, vous avez régné sur ce pays, vous sentez que vous avez eu certaines responsabilités et que vous avez, j'allais dire, œuvré pour l'avenir de ce pays et surtout pour son peuple, vous vous retrouvez du jour au lendemain poussé dans des conditions assez terribles, parce qu'il est venu jusqu'en Espagne en train. Au passage de la frontière, ils ont tiré sur son train à la mitrailleuse, la Légion, etc., a tiré dessus. Ils ont dû se mettre à plat ventre dans le train pour se protéger. Le train criblé de balles est arrivé jusqu'en Espagne. En Espagne, il est resté prisonnier de Franco, entre guillemets, pendant quelques mois. Il était à Barcelone. Ils n'avaient pas le droit de sortir de leur wagon parce que Franco voulait le garder, une sorte de petite monnaie d'échange. Là, on est dans la géopolitique de cette époque. Après, ils l'ont laissé partir à Séville. À Séville, il était encore un peu prisonnier. Il a dû abandonner tous ses bagages, il a dû perdre tous ses amis. En même temps, pendant toute cette période qui a duré quelques mois quand même, jusqu'à arriver au Portugal, il apprenait les nouvelles de ce qui se passait en Roumanie. Il voyait tous les jours dans les journaux telle personne a été tuée, telle personne a été tuée. Toutes ces personnes étaient ses amis. Le gouvernement au pouvoir a retiré tout ce que lui avait construit. Ils ont tout détruit en quelques semaines. Pour le bien ou pour le pire, moi je ne suis pas suffisamment historien de l'histoire de la Roumanie pour permettre de critiquer ou de dire ce qu'il en est, mais le fait est qu'ils ont détruit tout ce que lui avait construit, tout ce que lui a imaginé, il avait pensé. Et lui, il voit ça, il lit ça, il reçoit des télégrammes dramatiques, comme quoi des familles entières ont été éradiquées, des gens qu'il connaissait. Après, il a été trahi par des gens très proches. Donc il vit ça d'une façon extrêmement dure. Et ensuite, il se retrouve à Séville et il doit arriver au Portugal coûte que coûte, parce que le Portugal est un pays indépendant et il sait qu'en Espagne, sous la domination de Franco, quelque part, il est encore un peu prisonnier. Parce que Franco peut, du jour au lendemain, le livrer à Antonescu, ou le livrer à Hitler, ou le livrer à qui que ce soit. Il va donc traverser la frontière dans une voiture de contrebandier, caché dans un fauteuil avec la fiancée, à l'époque, il n'était pas encore marié, caché comme si c'était des dangereux terroristes. Il se retrouve au Portugal, il va d'abord vivre à Lisbonne quelques semaines, 2 ou 3 mois, et en mars, après il part, il arrive à trouver enfin un pays qui lui donne un visa, c'était Cuba. C'était pas la chose la plus glorieuse, donc il part pour Cuba en bateau, après il va au Mexique, et après il revient à Rio, il se marie à Rio, et il revient enfin au Portugal. Et il revient enfin au Portugal, et là c'est une nouvelle
époque de son exil, parce qu'il va y rester jusqu'à la fin de ses jours. Et il s'installe vraiment. Il achète cette splendide maison, Villa Marisol, et il s'y installe. Il est amoureux, il est marié. On pourrait dire la vie est belle, mais la vie n'est vraiment pas belle du tout. Parce qu'il y a encore les démons du passé qui sont toujours là, parce qu'il y a encore la trahison de ses amis les plus proches, qui reste ancré au plus profond de son cœur, parce qu'il y a le drame de ses amis aussi qui ont été tués, massacrés ou carrément évincés du pays. Et le Portugal est storiil, c'est beau, mais c'est triste. Il y a à ce moment-là d'autres familles royales. La famille royale, le roi italien, le roi Umberto. Il y a le comte de Paris, héritier de la maison royale de France. Il y a Don Duarte, prétendant au trône portugais. Mais finalement, même eux vont se comporter assez méchamment avec le roi Carol, parce qu'il dérange. Le roi Carol dérange parce qu'il a une vie qui n'est pas celle qu'on attend d'un prétendant à un trône, parce qu'un prétendant à un trône, il naît et on se dit il est prince et il va régner et il va faire le bonheur de son pays. Il est arrivé à un mauvais moment de l'histoire, il a fait des choix qui sont les siens, qu'on ne juge pas, mais qui ont eu, au moins il a eu le mérite, j'allais dire, de les assumer, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Donc il a eu ce mérite-là, je trouve. Il s'est marié une première fois, son mariage a été annulé une seconde fois, mariage d'État, ça ne dure pas bien longtemps, et il ne va pas hésiter à laisser tomber très clairement sa femme officielle pour aller rejoindre l'amour de sa vie avec laquelle il va se marier. Donc c'est pas pour les autres familles royales qui sont très classiques, très traditionnelles, très catholiques d'ailleurs aussi, il n'est pas bien vu du Saint-Siège, parce que bon, 3 mariages pour une seule personne vis-à-vis de l'Église et du Saint-Siège, c'est pas ce qu'on attend. Donc il n'est pas bien vu non plus des familles royales. Je crois, d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y a encore quelques témoins de cette époque glorieuse, que le roi Umberto d'Italie était le seul qui l'invitait de temps en temps à dîner chez lui, avec sa femme, avec Helena Lupescu, mais toujours en petit comité. Quand il croisait les autres familles royales, à l'hôtel Palacio par exemple, ou d'autres endroits, j'allais dire, de la société d'Estoril, les autres familles royales lui disaient bonjour, mais ça s'est arrêté là. C'était très poli, très correct, mais il n'y avait pas vraiment, j'allais dire, cette solidarité entre rois en exil, justement. C'est-à-dire que même le jour de sa mort, il a dérangé. L'État portugais ne savait pas quoi faire, parce qu'ils ne peuvent pas non plus lui faire un funérail de chef d'État, car il ne l'est plus, non plus d'un roi, parce qu'il ne l'est plus non plus, et en plus, au moment où il meurt, les relations en Europe commencent à se tasser un petit peu, donc il ne faut surtout pas faire de scandale. Donc ils vont trouver une pseudo-raison pour lui faire des obsèques un peu honorifiques quand même, et ils vont jouer sur le fait qu'il était général. Il était général donc, de l'armée, donc ils vont dire c'est un général qui est mort, donc c'est quelqu'un d'important, donc là on va lui mettre quelques honneurs militaires portugais, mais c'est tout ce qu'ils ont pu trouver, et même ça c'est même peut-être pathétique, et c'est en tous les cas très triste. Funeraliile regelui Carol al II-lea în aprilie 1953, organizate de Salazar însuși, au fost grandioase. Mai mulți regi și reprezentanți regali au condus cortegiul până la necropola dinastiei de Bragança, mănăstirea Palat São Vicente de Fora, unde sicriul a fost așezat sub un imens sarcofag de tip roman în marea sală a familiei regale portugheze. Helena Lupescu i-a supraviețuit 24 de ani. S-a stins la Estoril, în casa lor, Mare și Soare, în iunie 1977. Rămășițele lor pământești au fost aduse în țară. Mormintele lor se găsesc la curtea de Argeș, la distanță unul de altul.